Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jacques Généreux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en direct avec nous sur Boursorama. Professeur d'économie à Sciences Po, le CV est à rallonge, économiste, co-responsable du programme de la France Insoumise et auteur des bonnes raisons de voter Mélenchon. Signé Jacques Généreux aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes le monsieur économie, on peut le dire comme ça, de Jean-Luc Mélenchon. Le débat d'hier soir, 3h30. Vous avez pensé quoi? Au début, c'était très sérieux, c'était calme, puis après, ça s'est animé, musclé, sans dérapage. Après, on parlera de l'économie, plus globalement déjà. On va y venir vite parce que ce qu'a dit monsieur Mastemberger sur ce débat était parfait. Donc, je souscris à tout ce qu'il a dit. On n'a pas abordé les vrais enjeux pour ceux qui ont pas suivi. Ce que je regrette en effet, mais d'une manière générale dans cette campagne, ça s'applique aussi à ce débat, c'est que ce genre de format où on veut traiter tous les sujets en même temps, de manière saucissonnée, est très contre-productif. Voilà. On aurait effectivement besoin. On n'a pas abordé les vrais sujets. On dit les choses. On n'a pas abordé les vraies questions économiques. On aurait besoin d'un grand débat sur l'Europe entre les candidats, d'un grand débat sur le programme économique, d'un grand débat sur la transition écologique, d'un grand débat sur les institutions. C'est ça dont on aurait besoin. Donc là, on ne l'a pas. C'est dommage, c'est assez décevant parce que ça ne permet pas d'aller, j'espère que c'est ce que nous allons faire ici, en matière par exemple d'économie, oui. Eh bien d'être dans l'explication de la logique, c'est-à-dire de la cohérence, du raisonnement qui est derrière et qui permet de montrer qu'une politique est fondée ou n'est pas fondée. Ce débat aurait dû avoir lieu, notamment pour montrer qu'il y a deux logiques, mais on va sans doute en parler, qui sont claires. Il y a une logique de l'offre du côté de M. Fillon, voilà, qui est une logique, qui est celle qui n'a pas marché, c'est les politiques axées sur la compétitivité, etc., qu'on a tenté, qu'on a expliqué, qui ne marchent pas. Il y a une logique qui est plutôt de la demande, de l'investissement, qui est effectivement de notre côté avec Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui recommandé par toutes les grandes organisations internationales. Et au milieu, vous avez des candidats de marketing politique, dont il ne faut pas attendre qu'ils aient une logique, parce qu'ils sont dans un positionnement où ils essaient de tenir ensemble, différents, un peu de la gauche, un peu du centre, un peu de la droite, et donc ceux-là, évidemment, sont coincés. Un petit mot, on va rentrer dans le dur du débat économique, mais juste quand vous dites que les politiques de l'offre en France, elles ont été menées, vous le savez, par éclipse avant le CICE, le pacte des responsabilités qui a baissé massivement les charges. Il y a eu avant sur les entreprises beaucoup de taxes et d'impôts. Donc si on prend un peu de recul, vous le savez parfaitement, il y a eu d'abord une pression fiscale qui a augmenté sur les entreprises, puis ensuite qui a baissé, mais quand on regarde sur 5 ou 10 ans, vous savez bien que le bilan n'est pas tant que ça en faveur des entreprises. Il y a un, et deux aussi, quand vous parlez des grandes organisations internationales qui sont favorables effectivement à des plans de relance, dans l'investissement. Vous pensez à l'OCDE, vous pensez au FMI. Mais vous savez qu'ils ciblent souvent les pays qui en ont les moyens. Ils ne disent pas explicitement que la France doit le faire, si on veut être précis. Bien sûr, ils ne disent pas spécifiquement la France, mais ils disent bien qu'effectivement l'Europe a trop été du côté justement des politiques de l'offre, de compétitivité, de baisse des coûts, etc. et des politiques d'austérité budgétaire, et qu'on a un vrai besoin de relancer l'investissement en Europe. Et quand je vous dis l'échec des politiques de l'offre, c'est pas, on ne regarde pas ça juste sur quelques années en disant « Ah oui, mais alors juste avant le CICE, c'est vrai qu'on avait augmenté les charges, etc. » On regarde sur la distance longue, et ça ne concerne pas que la France. C'est-à-dire qu'on voit que face à la crise, depuis 2008, il y a eu effectivement une réaction, en particulier en Europe, très rapide, malheureusement à partir de 2010, qui s'est généralisée, qui a consisté à dire on donne la priorité à la rigueur budgétaire pour rester sur notre trajectoire de réduction des déficits publics. Et donc notre seule stratégie de relance, c'est une stratégie de relance par la baisse des coûts, par la compétitivité. Quand tout le monde le fait en même temps. Et voilà la stupidité, le sophisme, c'est que si tous les pays européens se mettent en même temps à essayer d'être plus compétitifs par la baisse des coûts, à l'arrivée, personne n'est plus compétitif, tout le monde est plus pauvre. Les Allemands l'ont fait tout seuls dans leur coin au début des années 2000, c'est pour ça que ça a marché. Évidemment, vous avez tout compris. On revient au débat, Jacques Généreux. On a quand même vu les grandes différences dans les positionnements des uns des autres. On voit bien qu'il y a un programme d'extrême droite, il y a un programme plus radical à gauche, il y a le programme de l'offre de François Fillon, plutôt centriste d'Emmanuel Macron, avec un peu d'offre, un peu de demande. Là, pour le coup, sans rentrer en détail, on a quand même vu bien les projets de chacun en termes de positionnement. Ben non, parce que vous voyez, oui, d'accord, vous avez des positionnements, c'est-à-dire c'est comme quand quand vous rentrez dans un magasin, vous avez les marques, donc vous distinguez bien. Alors, ah oui, alors là c'est du bio, là c'est de la cochonnerie, ok, mais après, il y a quoi dedans? Non, ce qui n'est pas bio, voilà. Bon. Non, je fais pas ce genre de choses. Mais donc, en réalité, oui, on comprend, oui, en gros, il y a quand même des gens qui sont de gauche, des gens qui sont de droite, bon. Donc, on perçoit des grandes lignes, mais
pour que le citoyen soit informé et puisse décider en connaissance de cause. Il ne faut pas simplement qu'il repère qu'il y en a qui veulent réduire les dépenses publiques, d'autres qui veulent les augmenter, d'autres qui veulent sortir de l'euro. Il faut qu'il puisse y avoir le débat sur les raisons de faire cela, les preuves que l'on peut apporter d'un raisonnement qui justifie cette politique. Or, c'est ça que nous n'avons pas. Bon, mais en que même nous temps, pouvons faire avec vous. Oui, si les grands sujets économiques ont été un peu survolés, en même temps, ça n'a pas été défavorable à votre champion, Jean-Luc Mélenchon. Sondage Elab pour BFM TV, vous avez dû compulser avec gourmandise, qui montre qu'après Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a le plus convaincu. Un peu devant François Fillon et Marine Le Pen. C'est ces qualités de tribun qui sont plus approuvées. Il a été en verve hier, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas qu'une question de verve, parce que les autres ne sont pas spécialement handicapés en matière de prestations orales. C'est surtout la solidité, la profondeur du projet. Il faut bien comprendre, c'est que notre projet, parce qu'on dit Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, c'est notre candidat. Mais on ne fait pas campagne pour quelqu'un, pour une personnalité, on fait campagne pour un projet. Notre projet, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 10 ans au moins. Et qui est en particulier depuis 2008, depuis que nous avons quitté le Parti Socialiste avec Jean-Luc Mélenchon pour créer le Parti de gauche, nous avons une stratégie d'analyse de la situation, de la dérive de l'Europe, de la transition écologique, de la dérive de la démocratie, de la crise, des projets élaborés avec des commissions d'experts, des dizaines et des dizaines d'auditions. C'est des années et des années de travail. Et donc, nous arrivons avec un projet. Nous sommes les seuls à avoir pu présenter un projet complet à l'automne, présenter un chiffrage complet dans une émission Internet de 5 heures. Alors que nous commençons seulement de découvrir ce que sont les programmes des uns et des autres. Justement. Et donc, la solidité, elle est là. Et donc, c'est pour ça, moi, je le dis à tous nos concitoyens, il faut se référer, justement, pas seulement au débat télévisé, c'est bien, il en faut, mais ça va trop vite. Il faut se référer aux écrits, aux autres publications, parce que là, les choses sont expliquées. On va rentrer dans le dur. Dernière question à propos d'Emmanuel Macron. Il a semblé, un peu hier soir, quand même, un peu d'accord avec tout le monde. Régulièrement, il a exprimé ses accords avec Jean-Luc Mélenchon, tiens, sur la loi travail, avec François Fillon sur l'économie, sur la santé, et même à la fin, pour ceux qui ne dormaient pas, avec Marine Le Pen à propos de la prise en charge de l'autisme. Vous en pensez quoi de Emmanuel Macron, sa prestation, et même plus globalement, au-delà de la prestation, sur son programme économique? Je vous dis, Emmanuel Macron nous avait prévenu déjà il y a quelque temps en expliquant qu'une campagne présidentielle, dans une campagne présidentielle, le programme n'était pas ce qu'il y avait d'essentiel. C'est extraordinaire comme déclaration. Il n'a pas de programme pour vous, et donc, Macron il a fini par commencer, à nous présenter une forme de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est social, ça, comme Non, mais mesure. il nous fait du marketing centriste. Le chômage pour les indépendants. C'est-à-dire que, non mais comprenez bien, par exemple, sur la question, qu'est-ce qu'on fait pour effacer l'effet de 8 ans de stagnation européenne et de récession dans certains pays dont nous payons le prix. Nous disons, il faut faire un plan de relance massif par l'investissement pour effacer les 3 points de chômage qu'on a pris uniquement, il en fait un petit plan, 50 milliards d'euros. Uniquement du fait de la récession et de la stagnation des politiques d'austérité. On met un terme à ces politiques d'austérité, on n'applique plus les normes budgétaires européennes et on relance. Ce sera très bien pour les entreprises, vous savez que c'est pour les salariés, etc. pays où il y a eu le moins d'austérité en Europe. Alors, vous savez ça. Mais peu importe, mais les faits sont là. Vous avez, avant la crise, un taux de chômage à 6,7%, 7%, après à 10%. Bon. Et une dette publique qui explose de presque 900 milliards. Bon. Donc si on l'avait fait, notre plan d'investissement et de relance de 100 milliards en vent, y compris en empruntant, on aurait évité 5 à 600 milliards de dettes supplémentaires et ces 3 points de chômage. Monsieur Macron, il nous dit quoi? Il nous dit, alors on prend un petit coup à gauche, parce que si je ne dis pas que je veux relancer l'activité, ça ne va pas passer. Alors je dis, je fais un plan d'investissement. Ah, pas 100 milliards, on va faire la moitié de Mélenchon. Alors 50 milliards. Ah ouais. Mais à côté, dans son programme, vous avez 60 milliards de baisse des dépenses publiques. Alors vous êtes doué en arithmétique. 50 milliards d'injections de dépenses publiques, moins 60 de l'autre côté, ça vous fait moins 10, ça vous fait une rigueur douce, c'est-à-dire un quinquennat Hollande bis. Voilà. C'est-à-dire Macron, c'est de la rigueur douce, c'est ça? Oui, c'est la rigueur douce, c'est un quinquennat Hollande bis. C'est lui qui a inspiré le programme économique de François Hollande, c'est lui qui a inspiré cette priorité aussi aux politiques de compétitivité, la loi El Khomri, et donc Macron, c'est la répétition du quinquennat Hollande. C'est-à-dire
c'est-à-dire tout ce que par ailleurs nos concitoyens rejettent et refusent, eh bien, ce sera un peu idiot qu'ils s'apprêtent à le reproduire. Donc c'est ça Macron. Bon, maintenant on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Juste hier d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, sur les heures sup, sur les heures supplémentaires, il a dit une petite boulette, vous avez vu? Vous l'avez noté ou pas? Je me suis dit, tiens, il a mal conseillé. Jacques Généraux aurait dû mieux le conseiller. Il a dit, la majoration des heures sup a été abaissée à 10% par la loi El Khomri, la loi travail. En fait, c'est faux, puisque la loi permet de passer outre l'accord de branche, mais il faut qu'il y ait un accord d'entreprise majoritaire. C'est pas automatique. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut lui dire. Il faut lui dire. Une petite maladresse, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est le fond. Alors, sur le fond, justement, en gros, le programme de Jean-Luc Mélenchon, là, on va voir maintenant du spécial Mélenchon, en gros, il est basé sur la hausse de la dépense publique, qui est assumée selon vous. Plan d'investissement financé par la dette. Mais en même temps, on se dit que si la hausse, et vous connaissez l'argument, vous allez me voir venir, si la hausse de la dépense publique faisait la croissance en France, on serait les champions du monde de la croissance, vu qu'on a quasiment le plus haut niveau de dépenses publiques dans le monde. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est le professeur d'économie là qui vous parle. Allez-y, faites-moi la leçon. Ça fait 35 ans que j'enseigne l'économie. On n'est pas les champions du monde de la dette. On n'a pas les pays. D'abord, je vais vous rassurer tout de suite. De la dépense publique. De la dépense publique rapportée au PIB. Économiquement, scientifiquement, il n'y a aucun lien, dans un sens ou dans l'autre, à long terme, entre le poids de l'État, le niveau de l'État, le niveau de la fiscalité et la croissance, etc. Il n'y a pas de lien. Voilà, à long terme, c'est pas. Donc, ce qui compte. C'est pas bien. Pourquoi vous augmentez la dépense publique? Non, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que c'est pas en soi un truc ou favorable ou défavorable. Donc, ce qui fait toute la différence, c'est ce qu'on fait, comment on dépense. Donc, vous pouvez avoir un très haut niveau de dépenses publiques sans que ça ait un impact très intéressant pour votre économie, pour l'emploi, etc., parce que vous dépensez mal. Alors, par exemple. Il dépense bien, Jean-Luc Mélenchon. Par exemple. Et vous parlez des niveaux de déficit public élevés, de dette publique très élevés qui ne servent à rien. C'est ce que nous avons en Europe depuis 8 ans. Pourquoi? Parce que la dette publique explose. La dette publique explose pourquoi? Pas parce que l'Europe se serait lancée dans des grands investissements pour la transition écologique, dans des grandes infrastructures de transport collectif, dans la recherche pour les technologies du futur. Si ça avait été ça, ce serait favorable à long terme à l'activité, à la croissance, etc. Mais il n'a pas servi. La dette publique explose en raison de l'effondrement des recettes fiscales et sociales qui sont liées à l'effondrement de l'activité. Et liées à l'austérité. Et donc, voilà, là, vous avez la mauvaise façon de faire de la dette publique. C'est comme pour une entreprise. Une entreprise peut se retrouver tout d'un coup apparemment surendettée ou réellement surendettée parce que son chiffre d'affaires s'effondre. Mais aujourd'hui, l'activité, elle revient. Aujourd'hui, l'activité, elle revient. Même mollement, elle revient. Une entreprise comme un État qui s'endette, emprunte pour construire des actifs, par exemple des logements, des hôpitaux, enfin bref, qui créent de l'actif, du patrimoine, qui engendrent des ressources futures, des recettes fiscales futures par l'effet sur l'activité, eh bien, ceci a pour effet à terme, en fait, d'alléger le poids de la dette. Donc, nous, ce que nous faisons, même s'il y a aussi, précisément, c'est cela. C'est-à-dire que toutes les dépenses supplémentaires, les dépenses courantes supplémentaires, sont financées par des ressources courantes supplémentaires. C'est-à-dire que ça ne fait pas exploser les déficits publics. La seule partie de ces dépenses qui sont financées par l'emprunt, c'est le plan d'investissement massif en début de quinquennat pour relancer l'activité. 100 milliards d'euros de plan d'investissement. Et donc, ce faisant, nous ne faisons que faire ce que ferait n'importe quelle grande entreprise qui investit massivement, qui finance pour une bonne part par de l'emprunt, parce qu'on étale à long terme le D'autant que les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont effectivement bas. On se dit que c'est le moment. Après, reste à savoir si Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, si les investisseurs internationaux nous prêteraient toujours un niveau aussi bas. Mais ça, personne ne le sait. On ne lui fera pas un procès d'intention. Si, moi je le sais. Pardon, il faut aussi vous faire un cours d'économie. C'est-à-dire que la France n'a aucune difficulté pour emprunter, pour placer sa dette, mais ce sera pareil demain. C'est-à-dire que la France reste une des meilleures signatures en matière de dette publique et ça reste un des pays les plus attractifs pour les investissements manufacturiers en Europe et pour les investissements en général dans le monde. C'est comme ça depuis 20 ans, 30 ans, ça ne bouge pas. Bon, pour des tas de raisons qui tiennent notamment… Oui, mais en 2007, vous savez que la France endettait à 4,5% à 10 ans. On pourrait très bien retourner à 4,5% et là, la dette française elle commencera à faire un peu mal en termes de remboursement tous les ans. Mais non, figurez-vous. Non, figurez-vous pourquoi. Parce que dans l'état où nous sommes d'instabilité, d'insécurité financière dans le monde… La France est un îlot de prospérité. La France reste un îlot surtout de garantie et de stabilité
politique de stabilité économique. Sauf qu'il y a un risque de sortie de l'euro, ce qui est le plan B je vais vous de dire une Jean-Luc chose, Mélenchon, hein. si l'Allemagne pouvait émettre suffisamment de titres de dette publique pour satisfaire tous les investisseurs, alors oui, là, on aurait les taux d'intérêt qui remonteraient, parce qu'il y aurait une préférence pour la dette allemande. Seulement, la dette allemande ne suffit pas. Donc, nous n'aurons aucune difficulté. Par ailleurs, je vous rappelle que les États peuvent utiliser, c'est ce que nous ferions, un instrument qui permet de placer votre dette à très bon marché. C'est ce qu'on a fait pendant des décennies avant les nouvelles réglementations européennes, qui est d'instituer un plancher minimal de détention de titres publics dans les bilans de tous les établissements financiers travaillant en France, de manière à sécuriser leur bilan. On pourrait même y ajouter d'ailleurs un plancher minimal de détention des faits privés français. Mais un peu perdu. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est que une banque doit détenir au moins X% de son actif, de son bilan, pardon, en titre de la dette publique française. Votre dette publique française, elle est placée automatiquement. Mais les banques françaises, comme les assureurs, sont déjà bien gavées de dette française. Vous savez, au travers de l'assurance vie, elles ont ce qu'il faut déjà. Donc ceci fait mécaniquement abaisser le taux d'intérêt. Ouais. Voilà. Sauf que si les banques, les assureurs ont encore plus de dettes françaises, publiques françaises, vous créez un lien entre justement, lien très fort entre si la France va moins bien et les banques françaises vont moins bien et inversement. Mais la France ne risque pas d'aller moins bien, elle ira forcément mieux. Si vous avez une économie qui est relancée, c'est-à-dire que, alors que tous les autres pays sont dans une politique de stagnation et de rigueur plus ou moins douce, si la France prend les mesures que nous prenons, qui sont celles qui sont recommandées pour l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire l'investissement public, la relance de l'activité, eh bien on verra que la France a une croissance qui repart, et de la bonne manière, par l'investissement. Et donc c'est de manière de rassurer à long terme les investisseurs en disant au moins ce pays, il est à l'abri de la récession. Et en plus, comme nous prendrions des mesures de régulation financière pour laisser circuler librement toute la finance qui est utile aux entreprises et pour pénaliser ou empêcher la finance strictement spéculative, les produits financiers toxiques qui sont fauteurs de crise. Ce serait un facteur supplémentaire de stabilité financière et d'attraction pour les vrais investisseurs. Mais en même temps, on est aussi, Jacques Généreux, dans un monde ouvert. Et quand on fait une politique de relance, même si la vôtre est beaucoup centrée sur les infrastructures et pas seulement sur des aides sociales et fiscales pour les particuliers, on sait qu'on relance aussi les autres pays. Vous le savez, on est bien documenté, il n'y a pas d'idéologie. Quand on fait, alors c'est Patrick Artus, vous le connaissez Patrick Artus, directeur de la recherche chez Natixis, qui dit que pour 100 € de demande interne en plus, on fabrique, ça se traduit par 70 € d'importation. On relance les voisins. Vous souhaitez que l'argent public français serve à relancer les petits copains, les voisins européens? Oui, mais là, il parle de consommation. Quand on fait, par exemple, 20 milliards d'investissement dans la rénovation thermique des logements en France. C'est une partie de notre plan d'investissement. Ces 20 milliards, c'est quoi? C'est 20 milliards de chiffre d'affaires pour des entreprises du BTP français. C'est des créations d'emplois en France, des créations de travaux pour des sous-traitants en France. C'est pareil pour à peu près tout. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Bien sûr, si on distribue pour 100 milliards de chèques à des Français, il y en a la moitié qui va partir pour acheter des baskets chinoises. C'est pas ce qu'on fait. Bon, donc il faut être sérieux. Et donc il faut bien comprendre que nous ne disons pas n'importe quoi. Si ça fait 10 ans qu'on y travaille et si on a pu présenter notre projet il y a déjà 6-8 mois et si on a pu le chiffrer, c'est parce que nous avons autour de nous des experts, des hauts fonctionnaires de toutes les grandes administrations économiques, que nous faisons tourner les modèles qui sont habituellement utilisés pour évaluer des politiques et leurs effets. Nous savons ce que nous disons et nous avons pris à chaque fois des hypothèses extrêmement modérées et sages. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est, lorsqu'on dit quand il y a une augmentation de la consommation… Très prudent sur la croissance. On se dit que mettre 273 milliards d'euros pour avoir finalement une croissance de, vous dites, je crois… 2,2% en moyenne. 2% de croissance par an sur 5 ans, mais spontanément, la croissance française, c'est 1,5%. Spontanément, sans rien faire. Et 2,8 à la fin. Le surplus de croissance gagné. Vous avez vu ce calcul du Figaro qui a fait beaucoup sourire en disant finalement on met 273 milliards d'euros pour un gain finalement de 55 milliards d'euros de croissance en plus. On se dit voilà, ça fait beaucoup d'argent dépensé pour un résultat qui est assez maigre. Il y avait cette image du marteau-pilon pour écraser une mouche. Pardon, c'est pas encore une ânerie économique parce que c'est justement ça qui manque. C'est-à-dire que quand vous avez 1,4% de croissance par an, vous ne mordez pas sur le chômage. Il faut au moins 1,3 pour être juste à l'équilibre compte tenu de l'augmentation de la population active. Même si la croissance est enrichie en emploi, on l'a vu sur 2016. Donc si on reste pendant 5 ans à 1,3, 1,4, on ne fait pas baisser le chômage. Et donc le fait de passer de 1,4 à 2, 2,2 de manière durable, c'est ça qui fait que
en 5 ans, vous passez de 10% de chômage à 6,5%. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est essentiel. Donc, non, on est des gens très sérieux. Quand nous prenons ce qu'on appelle, les économistes appellent le multiplicateur, on dit on met tant d'investissements. Combien ça fait ? Un gros débat sur le multiplicateur budgétaire. C'est chaque euro d'argent public en plus, quel impact sur combien ça la fait croissance. À terme, à total, sur l'activité en plus. Le FMI. Vous l'avez très gonflé. Vous l'avez vachement gonflé votre multiplicateur. Entre 2 et 3. Pas du tout, au contraire. Non. Le FMI dit que c'est entre 2 et 3. En phase de récession. Ça peut être 3. Entre 2 et 3 en phase de récession. Il faut être précis. Mais vous ne me laissez pas terminer mes phrases, donc je vais être plus précis que vous. Vous pouvez entre 2 et 3. Alors, on peut aller jusqu'à 3 au plus fort quand on est vraiment en récession. Voilà. Plutôt à 2 quand on est en croissance très faible, ralentif, en stagnation, etc. Bon, nous, on a pris 1,5 comme multiplicateur. C'est prudent. Oui, donc on est raisonnable. Et 1,5 uniquement pour les dépenses d'investissement. Lorsqu'il s'agit des effets d'augmentation de consommation induite par exemple par l'augmentation des salaires, nous prenons comme effet sur l'activité 0,6. Voilà, parce que nous intégrons le fait qu'effectivement ça profite. Donc, notre truc, on met au défi, et tout est public. Tout est publié. Donc, on met au défi quiconque de reprendre toutes nos données, de prendre nos hypothèses, de faire tourner tous les modèles à l'INSEE, à l'OFCE, où vous voulez, et de nous montrer que ça débouche sur autre chose. Et personne ne l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'est très sérieux. Et que c'est la seule politique qui a des effets. Parce que quand vous disiez, il faut regarder l'alternative. L'autre solution, si vous dites, mais ça va augmenter les importations. Oui, mais l'importance à l'arrivée, c'est l'activité, la baisse du chômage. Mais la politique de compétitivité, celle qu'on a pratiquée, notamment depuis l'arrivée de Hollande, mais qu'on pratiquait déjà un petit peu avant. En deuxième partie de mandat. Non, mais dès le début, rapport gallois sur la compétitivité, dès le début, la stratégie, c'est la baisse des charges sociales. Alors, je vous l'accorde, ça va lentement au début, voilà. ça monte en puissance. Mais on n'est pas les seuls à faire ça. Et c'est le problème, ça c'est un vrai sujet. Si tout le monde fait ça en même temps, vous avez raison. Et à l'arrivée, ça produit quoi ? Et même depuis 2 ans, ça produit quoi ? Ça a été chiffré. On ne voit pas d'impact sur la compétitivité réelle. C'est-à-dire que si on fait pareil, que les Espagnols font pareil. L'impact sur la balance commerciale, on ne le voit pas. L'impact sur l'emploi, il n'y en a pas. On voit l'impact sur l'emploi, si. Sur l'emploi, on voit 291 600 créations de postes dans le privé en France. France Stratégie. Non, ça, c'est l'emploi total, dans lequel, je vous rappelle, il y a un rythme spontané de création d'emplois qui est déjà de l'ordre de 130 000 personnes par an, avant même tous ces plans. Vous parlez de la population active qui arrive sur le marché du travail, je n'ai pas compris. Non, mais je veux dire, quand vous dites on est à ça, regardez le rythme général de création d'emplois. Il y a eu 0 création de postes en 2013, en 2014, en 2012. Donc là, on en a aujourd'hui. On parle de l'emploi, pas des postes supplémentaires. Enfin, France Stratégie, l'agence chargée de l'évaluation du CEC, du pacte de responsabilité, nous a dit, pour 40 milliards d'euros investis là-dedans, on a entre 50 000 et 100 000 emplois maximum qui ont été créés. Ça vous fait des emplois très chers à 400 000 ou 600 000 un point, vous avez raison. Euros. Alors pardon, je préfère... Pour l'instant, attendons de voir si ça accélère aussi. Non, on sait qu'il faut du temps pour que les politiques de l'offre se mettent en place. Oui. Juste, j'imagine, ça ne marche pas. S'il y a des patrons, des petits patrons qui nous regardent et qui lisent le programme de Jean-Luc Mélenchon, alors certes, ils sont choyés sur le taux d'impôt sur les sociétés. Lisez l'explication de Jacques Généreux. Évidemment, c'est encore mieux. Un programme, c'est une liste de mesures, c'est une plateforme. C'est encore mieux quand c'est signé Jacques Généreux, mais il n'y a pas les explications. Il y a le taux d'impôt sur les sociétés qui est baissé, on va finir là-dessus, à 25%. Là, ils sont choyés. Un fonds de solidarité interentreprises pour les aider en cas de difficulté. Un pôle bancaire qui prêterait aux entreprises à 0%. Ça, c'est nickel, c'est super. Mais en face, il y a quand même la suppression des baisses de charges du CICE. Il y a la hausse du SMIC qui détruit du point de vue qui coûte plus cher, donc on détruit de l'emploi, on est assez bien documenté, même si ça a des effets favorables sur la consommation. Il y a la 6e semaine de congés payés. Je ne suis pas sûr que le bilan soit positif. Je pose la question pour le petit patron qui nous regarde quand il voit tout ça. Alors pour le petit patron, c'est clair, c'est pour le grand patron qu'il y a un petit souci. Parce que... non, le petit patron, lui... Non, parce que pour le grand patron, effectivement, il y a une augmentation. Quand on baisse l'imposition sur les sociétés à 25%, c'est bien pour les PME, parce qu'elles en paient déjà 28 ou 30%, alors que les grands groupes n'en paient que 8 ou 9% avec leur stratégie d'optimisation fiscale. Alors non seulement nous ferons ce qu'ils font pour qu'il n'y ait plus ces possibilités d'optimisation fiscale, soit par la négociation européenne, soit par des mesures unilatérales pour lutter contre cette forme d'évasion fiscale déguisée, et donc pour que les grands groupes paient effectivement les 25%
d'impôt sur les sociétés. Donc pour les grands patrons, il y a une augmentation de la charge fiscale. En revanche, c'est vrai que pour les PME, vous avez une baisse de l'imposition sur les sociétés. 2, vous avez un accès à un escompte gratuit de toutes leurs factures par le pôle public bancaire, par la Banque publique d'investissement, à qui on donnera une licence bancaire. Notamment pour qu'ils ne servent pas de banquiers pour des grands groupes dont ils sont les sous-traitants et qu'ils les payent au bout de 60 jours, 90 jours. C'est un vrai sujet, ça. Et qui met en difficulté beaucoup d'entreprises françaises. C'est des milliards et des milliards de charges financières pour les PME. Ouais. Vous effacez ça. Vous effacez une partie de l'impôt sur les sociétés. La 6e semaine des congés payés, la fin des baisses de charges. Et vous les placez dans une économie qui, est à nouveau en croissance, qui redémarre par la relance intérieure de l'investissement et par des biais qui sont, comme vous le savez, quand on relance le bâtiment, le logement public, toutes ces infrastructures, ça a des effets d'entraînement très très forts sur l'ensemble de l'économie. Ils se retrouvent dans une économie en croissance où les carnets de commandes reviennent. Et donc tout ceci, et les baisses des charges, compensent très très largement une partie, effectivement, notamment de la charge supplémentaire sur le salaire. Mais j'ajoute que, et c'est tous les détails qu'on ne peut pas mettre forcément dans une plateforme, mais notre projet, il est à peu près le même que depuis 2008, il est actualisé. Nous avons, et je renvoie les gens aux documents de l'époque, nous avons chiffré et évalué le coût, notamment pour les PME, de l'augmentation du salaire minimum. Et nous sommes disposés, et nous en avons les moyens, d'affecter une part de tout ce que nous récupérons en niche fiscale parfaitement inutile que nous supprimons pour le réallouer aux PME de manière à faire une espèce, si vous voulez, de période de tampon d'amortissement. C'est-à-dire que si en faisant l'addition de ce qu'elles récupèrent en baisse d'impôt sur les sociétés, en baisse de charges financières grâce à notre politique, et en soutien en termes d'exonération fiscale qui leur serait transférée en récupérant des niches fiscales inutiles ailleurs, on peut mettre en place un système qui est tel que la hausse du SMIC ne pénalise pas en termes de trésorerie et que du coup, il y a une montée en charge progressive qui peu à peu soit compensée par le redémarrage de l'économie, de la productivité, du travail. Bon voilà, pour en savoir plus, pour égayer vos lectures et vos soirées, je vous renvoie à Jacques Généreux, les bonnes raisons de voter Jean-Luc Mélenchon au lien qui libère. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour votre invitation. Sur Boursorama. Merci.